Une des critiques majeures qui vous est faite dans donc vos publications, votre présentation, votre conférence, c'est cette question du cycle de 60 ans. Donc cette idée qu'il y a disons une variation naturelle, ou peut-être naturelle en tout cas, de 60 ans dans les températures, en tout cas observées. Donc le youtubeur Le Réveilleur parle du modèle de Monsieur Gervais, alors comme si c'était votre modèle, et surtout savoir si c'est vraiment juste c'est un modèle parfait, est-ce que c'est un modèle accompli, est-ce que vraiment vous en êtes sûr que c'est le modèle voilà, absolu, etc. Mais en tout cas, la question qui est posée, c'est d'une part, il a l'air d'être purement mathématique. On ne fait que mettre voilà, une courbe mathématique sur une évolution d'observation. La deuxième critique, c'est qu'il n'y a pas de cause physique qui est donnée à ce cycle. Et ensuite, la troisième critique, c'est que si on regarde les hausses récentes de température, elles n'expliquent pas ces hausses. Voilà, donc il y a trois critiques majeures là-dessus. Alors ça, c'est peut-être un peu de ma faute, parce qu'il y a une figure qui se trouvait dans la conférence, mais sur laquelle j'ai pas du tout insisté, qui est passée comme ça, et on ne l'a pas vue. Alors je la remontre là, parce que c'est important. C'est pas le modèle de M. Gervais, en l'occurrence, là, c'est le modèle de Nicolas Scafetta, et de bien d'autres qui ont publié sur le cycle de 60 ans. J'en donne la liste dans la conférence. Mais on va regarder ce qu'a dit Nicolas Scafetta. Il a fait une analyse de Fourier des températures de la Terre, d'où il déduit les cycles qui sont déduits de l'analyse de Fourier. C'est comme ça qu'on trouve les cycles, bien sûr, par une analyse de Fourier. Je ne rentre pas dans le détail. On voit c'est d'extraire les fréquences voilà, qui, à partir de données apparaissent dans temporelles. Les données. On transforme le temps en fréquence. Le cycle qui a la plus grande amplitude, c'est un cycle de 60 ans. Bon. Le deuxième, et ça on va en parler tout de suite, qui arrive juste derrière en amplitude, c'est un cycle de 20 ans. Alors, Scafetta montre dans cette figure que les différentes fréquences observées sur Terre correspondent pratiquement pile poil avec la vitesse du Soleil par rapport au centre de gravité du système solaire. C'est pas rien. C'est pas rien. Les deux vraiment se superposent magnifiquement, ça peut pas être du hasard. Donc la vitesse du Soleil par rapport au centre de gravité du système solaire. C'est pas un modèle mathématique, ça. Ce sont deux observations qui se corrèlent très bien. D'accord, donc là on est dans une corrélation. Voilà. Mais on aurait pu avoir des corrélations avec plein d'autres trucs. Alors, pourquoi avoir choisi cette oscillation du Soleil autour Scafetta est un astronome. Ah oui. C'est pour ça que tout naturellement, il a puisé dans les connaissances qu'il connaît bien. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer Nicolas Scafetta, nous avons pas mal discuté de ces choses-là, bien sûr. Et donc lui, il estime que le fait que le Soleil oscille autour de son centre de gravité fait que l'impact qu'il a sur la planète, avec ses rayonnements, va changer. Alors, mieux que ça, dans une publication plus récente, il montre, je trouve ça, enfin, c'est pas démontré, mais c'est quand même bien montré, sans que ça ait encore atteint le statut de démontrer, mais quand même, c'est une piste vraiment intéressante. Il montre que ça revient un peu, les marées des océans sur Terre sont causées par la Lune, et bien il montre que c'est les deux grosses planètes du système solaire qui sont la cause de ce cycle, de l'effet de marée des deux grosses planètes du système solaire qui sont la cause de ce cycle de 60 ans. Alors, en allant plus loin, voici dans une toute dernière publication, il tient compte cette fois-ci du cycle de 60 ans, comme je l'ai fait, mais en plus il ajoute le cycle de 20 ans, ce que je n'ai pas fait. Et on s'aperçoit que depuis 1975, donc toutes les données satellites depuis 1975 collent remarquablement bien. On ne peut pas faire, effectivement, s'il n'y a que le cycle de 60 ans, ça colle moins bien, j'en disconviens pas. Voilà, okay. Mais si on ajoute le cycle de 20 ans, comme l'a fait Scafetta, ça colle, j'allais dire, parfaitement avec les observations récentes, et en tout cas beaucoup mieux que les projections des modèles du GIEC qui sont ici en vert. Donc en gros, c'est un modèle scientifique où on a à la fois une espèce d'approximation mathématique par rapport à des corrélations, et on essaie de chercher une cause physique quand même qui est derrière
c'est ouais. ces modèles mathématiques. Donc c'est pas purement mathématique. Tout à fait. D'accord, c'est important de le souligner. Et du coup, oui, pour les hausses récentes, parce que ça a toujours été, voilà, ça a été quelque chose qui a été... Ah, vous avez peut-être parlé d'un autre. Alors, il n'est pas le seul, parce qu'il y a également Antero Ollila, qui est un universitaire finlandais, qui tient également compte de ce qu'il appelle ces résonances astronomiques, et c'est exactement ça. Il tient compte du caractère, enfin des émissions de CO2, mais il tient compte aussi du soleil et des nuages. Ce que le GIEC a un peu laissé de côté pour charger la barque sur le CO2. Disons qu'il y a des marges de voilà. Et la publi de Ollila est très intéressante parce qu'il prévoit, comme le modèle du GIEC, mais il ne trouve pas du tout pareil, tout dépendra du soleil. Et en gros, à la fin de ce siècle, si le soleil continue comme aujourd'hui, on aura à peu près la même température qu'aujourd'hui à la fin du siècle. Et si le soleil, en revanche, fait une sieste, comme beaucoup d'astronomes s'y attendent, parce que les différents cycles de taches solaires ont tendance à diminuer d'intensité, et bien à ce moment-là, on aura une température un peu plus basse. Donc ça veut dire que c'est le soleil, pas seulement dans la chaleur qu'il renvoie, mais dans toutes les interactions qu'il peut avoir, autres que par juste la chaleur. Voilà, il y a l'irradiance solaire, voilà, mais il y a d'autres effets qui peuvent amplifier ces phénomènes-là. Oui, parce que c'est souvent dit par les détracteurs, hein, c'est que justement, on parle souvent d'irradiance solaire, que ça n'a pas beaucoup d'impact, etc. Mais il y a tous les à côté du soleil, d'une certaine manière. Puis alors, ça, c'est moins connu. Je voudrais aussi souligner le fait que quand on lisse... Alors, il y a deux façons de montrer les données récentes. Il y a donc les capteurs. Les capteurs, ça, on a des données depuis le 19e siècle, avec des capteurs, alors qu'ils sont inégalement répartis sur la surface de la Terre. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'on a des mesures par satellite, qui couvrent de façon beaucoup plus homogène toute la surface de la Terre, c'est plus fiable de se fier aux satellites. De toute façon, les écarts entre capteurs et satellites ne sont pas considérables, ça joue sur des pouillèmes de degrés. Hein. Toujours est-il que, quand on prend, là j'insiste pour qu'on prenne les données mensuelles, telles qu'elles sont publiées par tous les organismes qui mesurent, en particulier en 2016, il y a eu un pic qui correspond à un phénomène El Niño, mais qui est redescendu de 0,65 degrés dans les mois qui ont suivi. Alors que si on lisse, là c'est très important, hein, parce que c'est vraiment une manipulation, si on lisse les données, on a l'impression que ça continue à monter. Ben non, ça ne continue pas à monter. Les données mensuelles montrent que c'est redescendu et que c'est redescendu au niveau que ça avait depuis 20 ans. Des données mensuelles, j'insiste. Ah oui, non, du coup, vous pensez que c'est une manipulation en fait des gens qui vous disent... en fait, ils ont profité du fait qu'il y avait un pic de température pour faire tout un battage médiatique là-dessus. Al Gore avait fait pareil dans son film. Dans son film. En 1998, il y avait eu un pic El Niño. Je me rappelle, il avait mis un chariot élévateur dans son film pour aller monter jusqu'à le pic El Niño. Oui. Sauf que c'était un pic El Niño qui, lui aussi, ça se voit très bien sur les données mensuelles, était complètement redescendu après. Oui, c'est vrai qu'il est bien redescendu. Donc là, vous pensez que ce qui va se passer ensuite, dans les températures, si vous faisiez une petite prévision ou si vous voulez vous risquer ou... Moi, je me fie à ce qui a été publié par Ollila, qui me paraît tout à fait intéressant, parce qu'il tient compte de tout. Voilà. Hein, il tient compte du caractère anthropique, de les résonances astronomiques, il tient compte des nuages, de l'irradiance. Bon, bah voilà sa projection qui me semble tout à fait pertinente. D'accord, vous êtes plus vers Ollila. Bon, bah, il faut Antero, étudier Antero Ollila. Voilà, et c'est pas le modèle de M. Gervais. C'est pas le modèle, c'est le modèle de M. Ollila. Il y en a plein d'autres qui l'ont dit avant moi. Je n'ai pas la prétention, j'ai essayé de faire une synthèse de 3000 publications, c'est déjà énorme. Hein, en particulier, mais on y reviendra tout à l'heure, sur la sensibilité climatique. Alors là, on va passer donc à la question des modèles informatique du climat, donc qui, selon vous, s'écartent des observations. Et donc dans les contradicteurs qu'on a, notamment chez certains youtubeurs, la question c'était non, en fait, ça ne s'écarte pas avec les mesures récentes, donc y compris le El Niño de 2016. Et bien en fait,
les observations correspondent aux modèles. Certes, les modèles qui prédisent des valeurs les plus basses, mais ça reste quand même dans la fourchette de modèles. Donc le GIEC n'est pas complètement à la ramasse, contrairement au modèle de M. Gervais de 60 ans. Alors si on reprend les mesures depuis 20 ans, je parle bien des mesures mensuelles, non lissées, et qu'on les rajoute, parce que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est des valeurs lissées. Mais si on rajoute les valeurs non lissées, les valeurs mensuelles, à celles qui sont là, non, ça reste en dessous de tous les modèles. Et je fais remarquer en plus que les courbes d'une même couleur qui correspondent à un même scénario ne sont pas d'accord entre eux. Mais c'est logique, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est entre 1,5 et 4,5. Dans tout ça, par exemple, les modèles de l'école russe sont tout en bas. Eux, ils ne sont pas à 4,5. Ah, les Russes sont en bas. Ouais. Ouais, mais il faut éviter de le dire à la télé, ça. Et les modèles du CEA sont en haut. Les modèles du CEA sont en haut. D'accord. Ah oui, il ne faut pas dire que les Russes sont plus intelligents que le reste du monde. Non, désolé. Et puis depuis le temps que ça dure, non. Bon, le youtubeur avait l'air de mettre quand même la courbe qui, enfin, selon lui, quand il l'a rapporté, ça avait l'air d'être là. Bon, il a montré en tout cas son image, ça avait l'air de... Je ne sais pas si elle était lissée. Si. Oui. D'accord. Si on prend les données mensuelles, ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est une réponse. Mais du coup, la question, c'est pourquoi donc les modèles sont aussi loin. Vous dites que c'est la sensibilité climatique. Exactement. Donc voilà, c'est exactement ça. Alors on va retrouver avec la sensibilité climatique les valeurs de forçage radiatif qui sont données dans le rapport du GIEC, entre 1,1 et 3,3. On retrouve ce facteur 3 comme entre 1,5 et 4,5. Et quand on voit les projections de température à la fin du siècle, c'est pareil, on va retrouver un facteur 2 à 3, pareil. Très bien, donc ça, vous n'avez rien d'autre à dire sur les modèles tant qu'on n'aura pas réduit cette incertitude, moi je reste peu convaincu. Réduisons d'abord l'incertitude et on verra ce que ça nous donne. Parce que dans les valeurs qui sont publiées, des valeurs plus basses, il n'y a pas des incertitudes aussi grandes. Donc voilà pour les modèles informatiques. Il y a une autre question qui est venue, c'est sur cette idée de savoir si c'est la température qui cause l'émission de CO2 ou le CO2 qui cause les hausses de température. Et donc, disons, ce qui est amené souvent, c'est une étude récente sur le dernier âge glaciaire, la sortie du dernier âge glaciaire, où ce qui est dit, c'est que au départ, c'est l'effet température qui a augmenté le CO2 dans une certaine région de la planète. Je crois que c'est l'hémisphère sud. Et qu'ensuite, ça a augmenté le CO2, et ensuite le CO2, par son effet de serre, a augmenté la température dans l'hémisphère nord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que vous connaissez ça? J'ai pas d'avis, j'ai pas travaillé sur les carottes de glace. Je sais que ça reste controversé, puisque Jean Jouzel lui-même est co-auteur de 2 publications qui disent pas la même chose sur le sujet. Il y en a une qui dit il y a quelques centaines d'années de retard, l'autre qui dit, dont le premier auteur est Parnin, qui dit il n'y a pas de retard. Bon, donc il faudrait qu'ils se mettent déjà d'accord entre eux. Moi, aucune n'a été rétractée, donc ça me paraît... On est dans un état quantique où les deux choses sont vraies en même temps. Controversé. En revanche, si on prend maintenant les mesures récentes, il y a Ole Umlund qui publie tous les mois, qui met à jour les fluctuations de CO2 et les fluctuations de température. Et les 2 courbes se ressemblent vraiment. Et là, on voit bien que c'est le CO2 qui suit la température. Le CO2 qui suit la température. L'explication, elle est controversée. Il y a une possibilité, c'est qu'effectivement, quand il y a un pic El Niño, il y a davantage, comme il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'air, une possibilité, c'est que quand c'est plus chaud, le CO2 soit relargué pour partie des océans quand il fait plus chaud. Et au contraire, quand il fait plus froid, le CO2 serait absorbé par les océans. C'est une possibilité. Mais à l'heure actuelle, ça reste controversé, il ne fait pas l'unanimité. Donc je la présente comme une possibilité. Et même si la température augmente d'abord pour ensuite faire plus de CO2, ça ne veut pas forcément dire que le CO2 ensuite prend le relais pour augmenter encore la température.
ça peut peut-être dire aussi que le CO2 augmente en même temps que la température, mais sans corrélation. D'autant plus que si on prend les carottes de Vostok, le méthane suit également la température. Mais après, ce qu'ils disent dans le GIEC, ils disent, ok, certes, dans le passé, le CO2 a suivi la température, mais qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, quoi, que la température suit le CO2 parce qu'il y a trop de CO2. C'est pas ce que les mesures de Umlum montrent. Elles sont actualisées tous les mois. Je vous invite à aller les regarder. Il y a une courbe verte, une courbe bleue, très claire. Et il y a les fluctuations de température. Et derrière, avec un retard de 6 à 11 mois, les fluctuations de CO2. Elles sont controversées, celles-là ou Non, les mesures ne sont pas controversées. Les mesures ne sont pas controversées. Elles ont été reproduites par plusieurs personnes. Les mesures ne sont pas controversées. C'est leur interprétation qui est controversée.